C'est le 4e jour dans le bunker. Il était si calme ce jour-là que l'on pouvait entendre le haras se déplacer. On pouvait entendre le haras se déplacer. Il faisait si calme ce jour-là qu'on pouvait l'entendre se déplacer la journée. Entre les murs, il marchait et se déplaçait entre les racines. Les arbres, la forêt, le dessous de la forêt, la terre, l'humidité et les arpents de pierre qu'il y avait entre les murs, on pouvait l'entendre se déplacer entre les racines qui bousculaient les murs. Dans notre bunker, sous terre, entre les murs, il y avait Théo, qui venait de se lever. Aux côtés de Liam, il souleva alors la couverture, se leva. Il mit les scratchs de ses chaussures. Il fit ses lacets à sa chaussure droite. Après, il mit les scratchs, se releva. À sa chaussure gauche, il fit les lacets. Tout pareil, il partit sur le côté, dans la chambre. Il ouvrit une armoire, se regarda dans le miroir, recoiffa ses cheveux. Il ouvrit l'armoire et se regarda une nouvelle fois dans le miroir intérieur. Il se regarda dans le miroir intérieur, celui qui est inférieur à celui de l'extérieur. Il se regarda dans le miroir intérieur de l'armoire, prit alors un t-shirt noir qu'il enfila de suite, et ensuite, en boxer noir, il se regarda dans le miroir, prit un jeans noir qu'il enfila de suite. En jeans noir, en basket noir qu'il avait scratché et lacé, il se mit à marcher dans les couloirs, avec son t-shirt noir, le t-shirt qu'il y avait en dessous des combinaisons. Il marchait dans le bunker et rejoignait la salle des sports. Il était assis sur le bas-côté et se reposèrent, car dans les couloirs, souvent, lorsqu'il se réveillait le matin, il courait un bon kilomètre avant de pouvoir aller à la salle de sport. Il marchait dans les couloirs, et c'est alors qu'en courant un bon kilomètre, il a entendu à travers les murs le haras se déplacer. Entre les branches qui craquaient, on pouvait entendre les bruits des branches qui craquaient. Le haras se déplaçait. On put entendre ses cris, on put voir son ombre à travers les fenêtres qu'il y avait sur lesquelles on pouvait voir la poussée des racines. On pouvait voir qu'il y avait des fenêtres qui donnaient sous la terre. Sous la terre, on pouvait y voir la poussée des racines, ainsi que certaines expériences que faisait Deaton par rapport à la biologie qu'il y avait au-dessus de nous. La biologie de la faune et la flore qu'il y avait au-dessus de nous, les loups, les chiens sauvages et les chats sauvages qu'il y avait dans la forêt. La biologie humaine devait être observée par une fenêtre qu'il y avait. J'ai pu voir le haras se déplacer entre quelques racines. Ce soir-là, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention au haras. J'ai continué à ma course. J'ai continué à courir dans les couloirs. Théo a donc continué à courir dans les couloirs, n'ayant pas fait attention à ce qu'il avait vu entre les branches. N'ayant pas fait attention à ce qu'il avait vu entre les branches, sous terre et dans les arpents de terre et de béton qu'il y avait en dessous du bunker. N'ayant pas fait attention à cela, Théo continua sa course, continua à courir. Ses baskets noires, à la semelle blanche, ses scratchs et ses lacets qui étaient faits, il continuait à courir, avec ses baskets noires, son jeans noir et son t-shirt noir de combinaison. Il continuait à courir. Il s'était assis sur le bas-côté, après avoir vu une ombre noire passer entre deux racines qui s'entrecroisaient. Il put remarquer les expériences de Deaton à travers ces vitres dans lesquelles on pouvait voir les arpents de terre, les arpents de pierre et certaines couches superposées les unes sur les autres sous la terre qu'il y avait juste au-dessus du bunker et juste en dessous de la forêt. La forêt qui était au-dessus de nous, on put voir ces couches se superposer, de la terre, de la pierre, de la craie et ensuite de la terre humidifiée. Il y avait en dessous de nous des plaques tectoniques. On n'avait pas été si profond depuis tellement longtemps que ce soir-là, lorsque j'ai vu le haras, j'ai prévenu tout le monde et tout le monde a commencé à se mettre dans un ascenseur qui avait été prévu depuis bien longtemps. Cet ascenseur emmenait à 8000 km en dessous de nous. À 8000 km en dessous de nous, à 8000 km sous terre, à 8000 km là où on se trouvait, cet ascenseur nous avait emmenés à la salle des machines. La salle des machines, la salle des moteurs, là où se trouvait Derek lorsqu'il avait trouvé le jeune enfant. On avait été emmenés par cet ascenseur à la salle des machines, la salle des moteurs. On se trouvait en dessous de la cuve qui dispersait elle-même, toute seule, en triant les plusieurs carburants et les dispersant à travers le bunker.
Elle dispersait alors le gasoil dans tout le bunker pour faire fonctionner les courants électriques, dispersant l'essence et le diesel dans les véhicules à moteur, tels que les véhicules blindés et les pick-up. On était en dessous de la cuve qu'on pouvait entendre trier le gasoil qui se dispersait à travers les tuyauteries dans tout le bunker. On pouvait entendre l'essence se disperser pour aller vers les pick-up en passant par une tuyauterie plus grosse sur laquelle il était écrit essence, une deuxième au-dessus, plus petite, sur laquelle il était écrit gasoil. À travers cette cuve se dispersait du gasoil qui allait dans tout le bunker pour alimenter les courants électriques, pour garder les lumières allumées et les ordinateurs en mise à jour. Autour de nous, il y avait une deuxième cuve, beaucoup plus importante, qui distribuait de l'essence et qui en même temps triait le diesel. Cette cuve importait l'essence et le diesel jusqu'au pick-up. Il y avait un tuyau qui transmettait l'essence jusqu'au pick-up, un deuxième qui transmettait le diesel jusqu'au véhicule à moteur, ainsi que jusqu'au véhicule blindé. Nous étions sous la cuve et nous entendions qu'elle triait. Elle triait calmement et soigneusement l'essence, le diesel, ainsi que les substances toxiques qu'il y avait à l'intérieur. Les gaz, les substances toxiques, ainsi que le diesel, l'essence et le mazout qu'il y avait à l'intérieur. Le mazout, le diesel, l'essence qu'il y avait à l'intérieur, les substances toxiques, les gaz et autres étaient triés, mélangés et se dispersaient à travers le bunker dans des courants électriques. Dans des courants électriques, il se dispersait, il était trié, il était mélangé et était transformé en carburant qui se dispersait dans les courants électriques, dans des fils électriques, à travers des ordinateurs et des transmetteurs, se dispersaient les courants électriques, les gaz et ce qui pouvait alimenter le bunker, se dispersant à travers des tuyaux, des cuves, des tuyaux qui se reliaient les uns aux autres et qui se dispersaient à travers des cuves, des canalisations qui se reliaient les unes aux autres, des courants électriques, des câbles et du gaz qui passait par des cuves qui étaient distribués dans tout le bunker. Nous étions en dessous de cette cuve qui distribuait encore et encore. C'était le cœur de ce bunker. C'était le cœur de ce bunker. Il ne cessait de battre et il ne cessait de trier. Il ne cessait de battre, il ne cessait de trier. Il ne cessait de disperser du carburant, du diesel, du mazout, de l'essence, pour les véhicules à moteur, pour les pick-up, pour les véhicules blindés, ainsi que le gaz et les véhicules toxiques. Les véhicules qui fonctionnaient au gaz toxique étaient dispersés à travers tout le bunker pour faire fonctionner l'alimentation électrique. Les PC qui étaient en mise à jour, la lumière et autres étaient dispersés dans le bunker. Tout autour de nous, nous sentions que les gaz et les rudiments toxiques étaient dispersés. Tout autour de nous, nous pouvions sentir que les gaz, les rudiments toxiques, tout ce qui était biologique et qui avait été créé par Deaton, des gaz biologiques, des gaz toxiques, de l'essence, du diesel, du mazout étaient distribués à travers des courants électriques, à travers des cuves, à travers le laboratoire. Il y avait tout autour de nous des canalisations qui distribuaient du courant électrique, qui distribuaient du carburant qui avait été trié par cette cuve au-dessus de nous. Nous étions à 8000 km sous terre. Nous attendions que le hara disparaisse. Lorsqu'un fumigène a fait son apparition dans le bunker, nous étions sortis. Nous sommes rentrés dans la fumée. Nous ne savions vraiment pas ce que le hara voulait. Deaton était dans son bureau. Deaton était dans son bureau. Il avait ouvert le bestiaire. Il avait ouvert le bestiaire et il cherchait dans le bestiaire quelque chose de concret qui pouvait l'aider. Il regardait alors l'ADN génétique d'un loup, l'ADN génétique d'un animal, le chien, et il peut remarquer qu'à travers l'ADN génétique d'un chien, il avait exactement la même mâchoire. Soudainement, il entendit des aboiements tout autour de lui. Tout autour de lui, il entendit des aboiements de chiens. Il comprit alors qu'un chien avait été utilisé par les médecins de l'horreur. Il vit alors une photo qu'avait glissée Allison dans le bestiaire, une photo du hara. Il remarqua alors que les yeux
du hara étaient exactement ceux d'un Wendigo, que la mâchoire du hara et ses dents étaient exactement ceux d'un Wendigo. Il remarqua que ses yeux étaient pareils au Wendigo, que la mâchoire du hara était pareille à celle d'un chien, que sa capacité à se transformer était exactement celle d'une chimère, que sa fluidité, sa force et sa puissance, ainsi que sa rapidité, étaient celles d'une chimère, qu'il avait le don de se transformer en loup, qu'il se métamorphosait en fumée noire, et qu'il était aussi palpable que la bête du Gévaudan, aussi puissant que le no Kitsune et que le Kitsune. Il avait alors pensé à Kira pendant un instant. Il s'était dit que c'était peut-être elle qui allait le vaincre, mais seulement il se rendit compte seulement que plus tard que ce n'était que le chien de l'enfer ou alors une banshee qui pouvait le vaincre, car il n'avait aucune puissance sur ça. Plus tard, Deaton commencèrent encore et encore à entendre des bruits de chiens. Il entendit un chien hurler, aboyer, tout autour de lui. Tout autour de lui, il entendit un chien hurler et aboyer, encore et encore. Il s'était permis alors d'aller voir dans les couloirs s'il n'y avait pas quelque chose, un chien errant, un chien sauvage qui serait entré par mégarde lorsqu'il avait ouvert les garages pour faire entrer les véhicules blindés. C'est alors que non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Pas de chien sauvage, pas d'animal, pas d'animaux, rien. Il n'y avait pas de chien sauvage, il n'y avait pas de loup. Il n'y avait rien. Mis à part Théo, qui était une chimère, mis à part Derek, qui était un loup-garou de naissance, mis à part Liam, qui était un loup-garou, il n'avait rien d'autre que cela. Les seuls loups qu'il y avait dans le bunker, c'était Derek, c'était Liam, c'était Théo qui était une chimère mais aussi un loup. C'était aussi Styles qui était arrivé peu de temps après Derek, qui était aussi un loup. Il y avait le jeune loup qu'il était en train de garder dans une cage, qui s'était métamorphosé mais qui dormait depuis peu. Depuis peu il dormait, c'était le seul loup qu'il y avait dans le bunker. Il n'y avait pas d'autres loups, il n'y avait pas d'autres loups-garous, il n'y avait pas de chien sauvage, mais il entendit des aboiements. C'était peut-être une vision ou alors quelque chose que lui faisait entendre le hara. C'était peut-être quelque chose que lui faisait entendre le hara. Il ne savait pas comment, ni même pourquoi réagir, ni même de quelle manière il pouvait réagir, ni même comment prévenir les autres. C'est alors qu'il s'est joint à eux, avec le bestiaire, il s'est joint à eux, il a pris le livre, et a donc fermé derrière lui son cabinet. Il a fermé derrière lui son cabinet qui lui a été proposé par Derek. Derek qui lui avait proposé cet endroit pour pouvoir étudier ses thèses, ses théories, et la biologie humaine qu'il y avait autour d'eux. La biologie humaine qu'il y avait autour d'eux, la biologie animale qu'il y avait autour d'eux, la biologie de la faune et de la flore qu'il y avait autour d'eux, les vitres qu'il faisait apparaître dans les couloirs à travers lesquelles on pouvait voir les racines des arbres, les couches superposées de terre, de pierre ou encore de craie qu'il y avait autour d'eux dans le bunker, vu qu'il n'y avait aucune vitre. Pour pouvoir étudier la biologie, ils avaient fait installer des vitres pour que Deaton puisse étudier la biologie humaine, la biologie animale et la biologie de la Terre. Tout ce qui était biologique, il l'étudiait pour pouvoir trouver un remède sur ce qu'était le hara. Pour pouvoir trouver un remède sur ce qu'était le hara, pour pouvoir trouver un moyen de le convaincre, de convaincre les autres et de le convaincre lui de le combattre, il fallait qu'il étudie la biologie animale, la biologie terrestre. Il fallait qu'il étudie la biologie animale, humaine et terrestre. Il avait fait donc installer de plus grandes vitres dans les couloirs sur lesquelles on voyait les superpositions de couches de terre. Il y avait de la terre humide, de la terre froide, de la terre chaude. Il y avait de la terre noire, de la terre grise, de la terre blanche, ainsi que de la terre très foncée, ainsi que de la terre rouge, de l'argile, de la craie, et ainsi que de la pierre. Il regardait alors les plusieurs rudiments qu'il y avait autour de lui, les racines qui s'entremêlèrent jusqu'au plus profondes entrailles de la terre, jusqu'au plus profond de la terre, jusqu'à se coincer dans les rudiments tels que la pierre, tels que ce qu'il y avait sous terre, jusqu'à s'encoincer dans les rudiments tels que la pierre, tels que la craie, ainsi que la terre rouge qu'il y avait tout au fond, la terre chaude et la terre froide, les racines qui en traversaient les plusieurs rudiments.
Il les observait et cherchait et trouvait un moyen pour pouvoir le combattre. Il essaya alors, lorsqu'il est descendu à 8000 km sous terre, sous la cuve, avec les autres, avec Derek, avec Allison, avec Théo et avec Liam. Descendu avec les autres, il cherchait un moyen de pouvoir les convaincre. Il leur expliqua alors ce qu'il avait trouvé, ce qu'il avait cherché et ce qu'il avait réussi à trouver sur le hara. Le fait qu'il était un animal, qu'il avait été un humain, mais que les médecins de l'horreur faisaient des recherches sur les humains qui avaient disparu. Les humains qui avaient disparu, qui n'avaient pas été réclamés par leur famille, c'étaient ceux que les médecins de l'horreur cherchaient. Ceux qui n'avaient aucune identité, qui étaient morts, qui n'avaient pas été réclamés par leur famille, dont les cendres et les corps n'ont pas été réclamés ni par la science, ni même par les médecins. Ils y ont été laissés seuls, à pourrir dans le froid, à être conservés dans des frigos. Laissés seuls, à pourrir dans le froid, à être conservés dans des frigos. Seuls, sans identité, sans avoir été réclamés par leur famille, sans identité, sans personne pour pouvoir venir les voir ou pour pouvoir venir les pleurer, sans famille ou sans personne qui les ont réclamés, qui ont réclamé leurs cendres, ou ni même la science qui a réclamé leur corps pour pouvoir étudier de plus près l'humanité. Ces personnes sans identité, qui étaient donc pris en charge par Mélissa, qui elle-même les amenait à la morgue et leur accrochait à leurs pieds une étiquette sur laquelle était écrit « Inconnu » et qui ensuite était étiquetée sur les frigos « Inconnu », sans identité. De sexe masculin ou alors de sexe féminin, ces personnes étaient emportées par les médecins de l'horreur. Mélissa se demandait pourquoi de plus en plus souvent elle trouvait les personnes qui étaient sans identité dans des caveaux, ou alors pourquoi elle trouvait les frigos de la morgue ouverts, non refermés et vides à l'intérieur. Mélissa se demandait de plus en plus pourquoi elle retrouvait les caveaux vides, les frigos de la morgue refermés mais vides à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'elle trouvait dans des caveaux sous l'hôpital, pourquoi est-ce qu'elle trouvait dans des caveaux des corps qu'elle avait mis dans la morgue, des corps sans identité qui n'ont pas été réclamés par leur famille. Deaton avait trouvé la solution. Ces personnes sans identité ont été récupérées par les médecins de l'horreur pour pouvoir créer une bestiole furax qui cherche qui elle est, sauf que les personnes sans identité ne savent pas qui elles sont. C'est-à-dire que le hara continuera encore et encore à tuer jusqu'à ce qu'il soit mort, jusqu'à ce qu'on le tue ou jusqu'à ce qu'il nous tue. C'est alors qu'il raconta tout ça à Derek, à Styles, à Allison, à Scott, qui était venu peu de temps après Derek et après Styles, à Liam et à Théo, qui avaient tous deux ouvert ce bunker. Ils étaient alors partis, tous ensemble, dans le salon, et avaient élaboré un plan. Ils allaient alors sortir par l'arrière, atterrir dans la forêt. Ils savaient que le hara se cachait dans l'endroit dans lequel il y avait les ombres. Ils savaient que le hara se cachait dans l'endroit dans lequel il y avait les ombres. Il se cachait auprès des ombres, dans le profond de la forêt. Dans le profond de la forêt, le plus profond de la forêt, l'endroit qui se trouve juste à côté de Aikenhouse. L'endroit qui se trouve juste à côté de Aikenhouse, dans le profond de la forêt. Les profondeurs, ou le profond de la forêt, comme on l'appelle aussi. L'endroit dans lequel est morte la toute première Banshee, l'endroit dans lequel se cache le hara, l'endroit dans lequel les ombres vivent. C'est là-bas que le hara se trouve, c'est là-bas que Théo, c'est là-bas que Derek, c'est là-bas que Liam, et c'est là-bas que Allison, Scott et Styles sont allés pour combattre le hara. Ils y sont allés, et ce soir-là, ils ont essayé de combattre le hara. À travers le vent qui soufflait juste au-dessus d'eux, la brise du vent froid qui soufflait dans les feuilles, les branches qui frappèrent les unes contre les autres, les arbres qui craquèrent, qui craquèrent les uns entre les autres, les arbres qui tout autour d'eux, on pouvait entendre l'écorce craqueler, les arbres qui craquèrent, on pouvait entendre le bois travailler, on pouvait entendre le bois qui travaillait, qui craquait, on pouvait entendre l'écorce craqueler, on pouvait entendre le vent et les feuilles qui étaient en train de brûler les unes entre les autres. Comme du vent qui faisait brûler les feuilles, on pouvait l'entendre. Le hara se rapprochait, il devait le combattre, mais il ne savait pas encore comment, ni même comment faire pour pouvoir combattre le hara.
Mais il approchait, à grands pas. Il arrivait. Furax, on voyait ses yeux noirs dans la nuit.